J'ai l'intention de gouverner le pays, évidemment prêt à devenir Premier ministre. Il a décidé de parasiter cette campagne des législatives. Alors vous dites premièrement qu'il décide de faire parler de lui, c'est vous qui en parlez, c'est-à-dire que si tout le monde se dit qu'il n'en parle plus, ça n'est pas un sujet. Moi je ne retiens pas la même chose que vous de ce qu'il a dit. Je retiens qu'il ne s'imposera pas. Et comme j'ai aussi retenu qu'au sein du nouveau Front populaire, certains disaient qu'absolument ça ne pouvait pas être lui, j'ai l'impression que tout ça converge quand même vers une solution et que finalement la fin de l'histoire est déjà écrite sur le sujet. Non, mais nous, en tant qu'écologistes, nous, en tant qu'écologistes, on a toujours dit les choses très clairement. Le Premier ministre, déjà, en France, dans une élection législative, se décide après l'élection législative. On a besoin des résultats du premier tour, on a besoin des résultats du deuxième tour, on a besoin de la composition de l'Assemblée nationale. C'est la première chose, c'est la logique institutionnelle de ce pays. La deuxième chose... Qui arrive en tête chez les Insoumis. Et puis quelle majorité est possible? Parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui a 3 députés et demi de plus que le groupe d'à côté. C'est quelle majorité est possible. Et ça, celui qui sur ce plateau, ou celle qui est capable de nous le dire ce matin, est quand même très fort. La deuxième chose, c'est à quels critères doit répondre le premier ou la première ministre, j'insiste sur là parce que ça peut aussi être une femme et peut-être que ce serait bien, la première ministre idéale. Il faut que ce soit quelqu'un, si c'est quelqu'un du Front populaire, qui soit très à l'aise avec le programme du Front populaire, premièrement, qui soit capable de le porter sincèrement. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'apaiser le pays, qui en a grand besoin. Il faut que ce soit quelqu'un qui, évidemment, ait l'expérience et voilà, toutes les qualités requises pour le poste, la compétence. Et puis, il faut que ce soit quelqu'un qui fédère au sein du Front populaire. Parce que vous voyez bien qu'il y a différentes familles politiques dans ce Front populaire et que certains choix ferait en sorte que ça crisperait beaucoup chez certains, que ça cliverait beaucoup au sein du nouveau Front populaire. Et comme c'est quelqu'un qui va devoir animer cette majorité, bon, bah, il est clair que la personne choisie doit être très fédératrice au sein de nos différentes familles politiques. Arlette Chabot, quand au propos de Jean-Luc Mélenchon parlait de méthode Coué, encore une fois, pardonnez-moi, il fait parler de lui. Mais je vous confirme que tout le monde va devoir être très très zen dans les semaines qui suivent. Et j'invite certains à adopter cette méthode. Il dit encore hier soir, pas le foutoir, pas le bazar, pas l'Assemblée Générale permanente, le pia-pia des gauchistes. Je ne sais pas si vous vous sentez visé, qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Des gauchistes. Mais les choses sont très claires. On va peut-être avoir Jordan Bardella, Premier ministre d'extrême droite de notre pays, dans 15 jours. Donc je vais vous dire, moi, je pense qu'il faut s'extraire de toute logique nombriliste, d'où qu'elle vienne, qu'il y a un seul mot qui doit compter, c'est le « nous », c'est le collectif, c'est le consensus, et qu'il est révolu le temps du moi-je. C'est irresponsable de faire ça, et donc je le dis, pour tout le monde, les écologistes, depuis le début de cette aventure collective, font preuve de beaucoup de tempérance. On est là en tant que force de rappel pour que tout le monde travaille ensemble. Ce sera notre ligne jusqu'au bout, parce que c'est la seule ligne qui est à la hauteur de l'histoire, c'est la seule ligne qui est responsable, et s'il faut qu'on soit responsable pour 2, pour 3, pour 4, on le sera. Donc je le dis assez clairement ce matin, mais franchement, voilà, faut rester calme dans la séquence parce que les provocations de part et d'autre vont se multiplier. On est dans un moment très intense, très troublé, et dans ces cas-là, il faut vraiment rester calme. Arlette, je comprends, provocation, on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon soit pour vous un provocateur, mais il y a quand même un problème pour les électeurs. Les électeurs, ils veulent savoir si effectivement ils ont envie de porter la gauche unie au pouvoir, qui dirigera cette gauche. Et il est de fait, on regarde les enquêtes d'opinion, elles vont toutes dans le même sens. Mais il me semble que je viens de vous répondre. Non, justement parce que vous nous avez dit votez d'abord et on verra après. Et vous avez acquiescé quand je vous ai dit que la logique institutionnelle de ce pays, c'était de regarder d'abord les équilibres de l'Assemblée. Vous avez raison. Par contre, je pense que je viens de vous répondre assez clairement sur qui ça ne pourrait pas être. Oui, mais et je pense que cet élément de réponse suffit. Il y a un tout petit piège parce que Jean-Luc Mélenchon. Il n'y en a pas qu'un dans la séquence de pièges. Oui, ça c'est vrai. Des choses trappent partout. Mais et on regarde bien mon marche. De Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire, bah, effectivement, le groupe le plus important, tout le monde est d'accord, le futur Premier ministre est choisi au sein de son sein, donc de ce groupe le plus important. Et bien, comme par hasard, dites donc, si les Insoumis sont les plus nombreux, ils ne proposeront que Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, vous serez mis devant le fait accompli. Je vous ai répondu très clairement sur le sujet. C'est pas comme ça que ça peut se passer, puisqu'il faut que dans la nouvelle majorité, tout le monde soit d'accord pour voter pour le prochain Premier ministre. Donc franchement, on peut faire des polémiques tant qu'on veut ce matin sur le sujet. J'ai été extrêmement claire sur le fait qu'on regarderait après. Je vous ai dressé le portrait robot un peu du ou de la prochaine ministre possible. Ça correspond peut-être pas à Jean-Luc Mélenchon, mais ça correspond à beaucoup de monde, parce que nous sommes une famille large, une famille solide. Il y a au nouveau Front populaire des personnes qui dirigent des grandes villes, qui ont été ministres, qui ont des tas d'expériences
hyper importantes pour ce poste et surtout qui sont fédératrices et qui ont fait que nous en sommes là aujourd'hui à être unis dans une alliance historique qui va quand même de Philippe Poutou à François Hollande. Enfin, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu et ça dérange certains. Justement, François Hollande... Alors des fois en politique, c'est bien de déranger certains, c'est qu'on fait peur parce qu'ils pensent qu'on va gagner. On va y revenir. Voilà. Écoutons l'ancien président de la République, candidat en Corrèze, justement sur les propos de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Un message à faire passer, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui a pu, il y a 2 ans, être un moment, une possibilité, aujourd'hui, s'il veut rendre service au nouveau Front Populaire, il faut qu'il se mette de côté. Et là, quand il y a autant de rejets, quand il y a même plus de rejets sur Jean-Luc Mélenchon que sur Le Pen ou Bardella, il y a un moment, il faut avoir conscience quel est l'intérêt général. Vous applaudissez, vous partagez cette déclaration de l'ancien chef de l'État, candidat dans votre nouvelle alliance? Non, mais si cette campagne, c'est un défilé d'hommes, parce qu'en plus, ce sont à chaque fois des hommes qui viennent expliquer tout le mal qu'ils pensent de l'homme d'à côté, on ne va pas s'en sortir. Donc François Hollande a accepté de soutenir le nouveau Front Populaire, et je le remercie. C'était important que ce Front Populaire soit très très large, mais ce n'est pas lui qui décide non plus. Donc je pense que dans cette campagne, maintenant, chacun, et c'est un appel assez solennel que je fais à tous nos partenaires, chacun va devoir se concentrer sur le fond, sur la crédibilité de ce que nous portons, sur le programme, sur nos campagnes, parce que l'on doit gagner pour gouverner. Et on a, depuis le lundi 10 juin, où personne ne pensait qu'on arriverait à faire ce qu'on a fait, chaque jour enjamber un obstacle, voire plusieurs. Les lignes rouges se sont transformées en feu vert. Ce qui était impossible, nous l'avons fait. Et vous allez voir, ça va continuer. Jour après jour, nous allons enjamber les obstacles et créer de bonnes surprises. On n'a pas le choix. Nous sommes pour l'instant à la hauteur de l'histoire. En quelques jours d'existence, nous sommes déjà 10 points dans les sondages devant la majorité présidentielle, qui n'a plus de majorité que le non qui est en sursis, et à 2 points du Rassemblement national. Il y a une chose qu'on a à faire, c'est rester concentré sur l'objectif, et tout le temps qu'on passera en polémique sur les uns ou sur les autres sera du temps perdu pour la République. Mais c'est pas une polémique, c'est vraiment une clarification nécessaire. Et pour faire cette clarification, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une déclaration commune de ceux hors la France insoumise, c'est-à-dire du premier secrétaire du PS? Mme Chabot, on vous embauche comme directrice de campagne. Non, mais attendez, vous pourrez rédiger à la place sérieusement, c'est un sujet grave. Écoutez, vous imaginez bien qu'en tant que chef de parti, on débarrasser du boulet la question qui vous sera posée. Vous imaginez bien qu'en tant que chef de parti, on réfléchit à tout ça. Vous imaginez bien que j'ai encore eu ce matin Olivier Faure, Manuel Bompard et Fabien Roussel au téléphone, comme je les ai au téléphone chaque jour, et je les aurai au téléphone chaque jour le temps qu'il faudra. Pour discuter de cette sortie. Mais c'est pas des sujets qui se discutent sur les plateaux de télé. C'est des sujets d'accord, mais évidemment qu'on en parle. On parle de tout le temps parce qu'on s'apprête à gouverner ensemble. Oui, donc tous les problèmes, tous les obstacles, nous les prendrons un par un, nous les enjamberons, nous les solutionnerons et nous serons au rendez-vous pour gouverner le 9 juillet prochain. Je vous en fais le serment. Après le second tour et pas au lendemain du premier tour, alors qu'il faudra peut-être... On y verra un peu plus clair, mais évidemment qu'on y verra un peu plus clair au lendemain du premier tour. Mais on aura peut-être ce matin le débat, les échanges sur ces histoires de désistement républicain. Absolument. Moi, j'entends des choses extrêmement choquantes ces derniers temps. Je suis élue d'opposition au Front National depuis 10 ans, dans ma commune d'Hénin-Beaumont. Les choses sont très claires dans le Pas-de-Calais. Attention, c'est très... Soyons précis. Là, je pourrais m'énerver. Mais donc, voilà, on vit une période politique qui est vertigineuse. J'ai l'impression que des personnes qui pourtant viennent de familles politiques républicaines, viennent parfois même du Parti socialiste, disent des choses qui me paraissent complètement dingues sur le plan politique et qui montrent en fait que les digues sont en train de céder une par une. J'en suis extrêmement inquiète. Et donc, le soir du premier tour, on aura une indication là-dessus aussi. C'est-à-dire quelles sont les personnes, même parfois des membres de la famille Les Républicains, qui va devoir changer de nom du coup, qui sont encore dans le champ républicain et celles qui ne le sont plus. Moi, j'attends ça avec impatience parce que je vais vous dire, je me mets à la place et je leur adresse un petit message de soutien parce que c'est dur, de tous les électeurs de gauche et écologistes qui, sans trembler, sans hésiter, de manière quasiment instinctive, même si ça ne nous faisait pas plaisir, même si ça ne nous faisait pas sourire, qui sont allés voter pour Jacques Chirac, qui sont allés voter pour Emmanuel Macron 2 fois. Moi, je suis moi-même allée voter pour Xavier Bertrand, qui, pour le coup, lui est un républicain. Pour faire barrage. Voilà. Pour faire barrage, évidemment. La question ne se posait même pas parce qu'on fait la différence entre l'extrême droite et la droite. Avant d'en venir... Et je vais vous dire, là, il va falloir les motiver, les gens, pour aller voter Macron dans des deuxièmes tours, pour aller voter les gens de la majorité. Après les 9 millions de pauvres, après les attaques, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a qualifié de terroristes ses opposants politiques, ce que je n'ai vu dans aucun autre pays du monde qui soit une démocratie. On a vu des reculs des libertés publiques, des attaques en règle contre l'environnement, contre le social, contre nos retraites, contre l'assurance chômage, contre les allocations logement, contre tout ce qui fait notre socle commun et auquel on tient. Alors je vais vous dire, si nous on en est capable,
eux devraient être capables d'appeler à voter pour des gens de gauche républicains. Vous avez dressé le portrait robot de votre potentiel futur Premier ministre. Et avant d'en venir Première ministre, à chaque fois, je le dirai autant qu'il le faut. Juste arrêtons-nous quelques instants avant de venir au programme sur ce sondage publié par Les Échos. Beaucoup d'hommes, par ailleurs, et Raphaël Glucksmann qui arrive en tête avec 25%, François Ruffin, François Hollande, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon à 7 points, Carole Delga, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau. Que vous inspire d'abord ces Vous noms? savez, souvent, dans les précédents gouvernements, c'était aucun des noms qui étaient sondés qui sont sortis pour le Premier ministre. Et d'ailleurs, il y a des fois des Premiers ministres qui ont été nommés, on ne les connaissait même pas. Donc, franchement, je ne vais pas commencer à commenter ces sondages parce que ça repose en réalité sur pas grand-chose, essentiellement sur la liste des noms qu'on propose en question aux personnes. Venons-en donc à cette alliance, ce nouveau Front populaire. Est-ce que vous comprenez la malaise de certains électeurs de gauche, écologistes, socialistes, communistes, qui disent aujourd'hui OK à cette alliance, mais sans la France insoumise. Hors de question de voter pour un candidat insoumis, parce que c'est un débat qui existe aujourd'hui chez cet électorat. Alors moi, je comprends une première chose, c'est que vous parlez de malaise chez les électeurs. Là, je pense qu'il y a un malaise chez tous les électeurs. Parce que le président de la République nous a mis dans une situation intenable, par surprise, sans aucune concertation, mais c'est comme ça qu'il a toujours décidé, vous me direz. Une folie, et ça plonge une folie comme ça. Ça plonge le pays dans le chaos. Alors ça crée une passion politique, tout d'un coup tout le monde s'intéresse à la politique et moi ça me fait plaisir parce que j'entends encore ce matin dans le TER en venant vous voir plein de discussions politiques et en fait c'est bien que la chose politique soit réappropriée par les Françaises et les Français, mais il faut aussi que chacun comprenne qu'il y a plein de scénarios dont j'entends parler là, tout le monde a un avis, mais si le PS, le PC, les écologistes étaient partis sans la France insoumise, ça aurait peut-être fait plaisir 5 minutes à chacun jusqu'au moment où la gauche aurait été éliminée des deuxièmes tours de 90% des circonscriptions en France. Donc je le pose là, calmement et clairement, que chacun l'ait en tête. Ensuite, dans une coalition aussi large que le nouveau Front populaire, tout le monde ne peut pas être fan de tout le monde. Je ne pense pas que François Hollande soit fan de Philippe Poutou et je ne pense pas non plus que Philippe Poutou soit fan de François Hollande. Ça tombe bien, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de porter un projet commun. Et on est tous d'accord là-dessus. Alors, ceux qui disent que ça vous décrédibilise finalement, vous n'êtes d'accord sur rien? Oui, mais il y a aussi des électeurs de la France insoumise qui peuvent trouver que ça les décrédibilise de travailler avec des socialistes. Enfin, vous voyez, si on part là-dessus et qu'on fait des soustractions... La fin justifie les moyens et même les abandons de certaines convictions. C'est pas la fin électorale, parce que je vais vous dire, si je considérais que la France insoumise correspond à toutes les caricatures que vous en faites, je ne serais pas en accord avec eux. On caricature pas, hein, on dit non, la réalité parfois. Hein, souvent, mais je pense que ce qui doit nous occuper aujourd'hui, c'est créer du commun, c'est créer un programme qui est crédible, ce que nous avons fait, c'est le chiffrer, ce que nous avons fait, et là où personne d'autre ne l'a fait d'ailleurs aussi sérieusement, c'est comment on s'apprête à gouverner ensemble et comment on surmonte chaque difficulté. C'est ce que nous faisons sur tous les sujets, un par un. Mais cette séquence a beaucoup tourné. Quelle séquence? Une séquence de Raphaël Glucksmann, en l'occurrence, candidat Place Publique, Parti Socialiste pour les Européennes, sur un marché, en tout cas dans les rues de Marseille, qui... Eh bien, à chaque fois qu'il rencontrait un potentiel électeur, était renvoyé à cette alliance et finalement à une trahison de s'être rallié à la France insoumise. Est-ce que vous certains de nos candidats écologistes sur plusieurs circonscriptions? Et donc, donc moi, j'apporte tout mon soutien à Raphaël Glucksmann parce que je sais ce qu'il a vécu pendant sa campagne européenne. Je sais à quel point ça l'a meurtri. Je sais qu'il a pu même se sentir mis en danger par des attaques qu'il a subies. Et je sais à quel point cela est dur, mais aussi inacceptable dans notre République. Donc je le dis très clairement. Ce que je vous dis aussi, c'est que sur le sujet de l'antisémitisme, il ne doit y avoir aucune ambiguïté, ni chez les écologistes, ni au Front populaire. C'est un sujet qui a été posé sur la table, sur laquelle nous avons écrit une page entière de programme, qui est extrêmement claire, et la seule ligne du Front populaire est celle-ci. Si un membre du Front populaire, candidat ou pas, venait à s'écarter de cette ligne, il s'écarterait du Front populaire. Tout simplement, et nous devrions en tirer les conséquences. Un candidat, Arlette? Oui, par exemple, celui qui a traité effectivement Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Aujourd'hui, il a une investiture et hop, pour l'instant, on n'écoute plus, on oublie et on attend. Je pense qu'on n'oublie pas grand-chose. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où l'accord est signé, il engage tout le monde. Ouais. Et que, encore une fois, celles et ceux qui s'écarteraient du texte, de la lettre de l'accord, s'écarterait du Front populaire et que nous en tirerions. Mais ça veut dire qu'il est digne de cette investiture. Comment? Il est digne de cette investiture. Moi, je ne suis pas là pour décerner des brevets. Très sincèrement, on a eu 4 jours du fait du président de la République pour désigner 577 candidats. Chaque parti s'est occupé des siens. Si vous voulez me parler des investitures écologistes, je répondrai à vos questions. Pour les investitures des autres partis, il faudra en parler aux autres chefs de parti.
On s'interroge et on s'arrête sur les propos d'un ancien ministre, Jean-Yves Le Drian, breton, qui dit dans un entretien à Ouest France que c'est un accord de soumission de la gauche démocratique à l'égard des insoumis. Pendant la campagne électorale, candidat Glucksmann avait annoncé qu'il voulait retrouver la gauche de Delors et de Badinter. Là, en fait, on retrouve la gauche de Robespierre et encore. Et quand vous avez un Emmanuel Macron qui renvoie finalement votre parti, votre nouvelle alliance, à celui du Rassemblement national, qu'est-ce que vous répondez ? J'en dis que heureusement que les électeurs de la France insoumise sont moins sectaires que M. Le Drian, sont moins sectaires d'Emmanuel Macron, parce que sans les électeurs de la France insoumise, sur lesquels ils ont l'air d'avoir des avis très tranchés, ils n'auraient pas été ministre des Affaires étrangères. M. Macron ne serait pas président. Ce qui s'est passé quand même entre les deux tours, c'est que l'immense majorité de la gauche et des écologistes, sans trembler, sans sourciller, et même si ça ne nous est pas plaisir, est allé voter pour eux. Mais il n'y a pas un candidat qui vous rend mal à l'aise. Il n'y a pas un candidat... Mais il y a plein de choses qui me rendent mal à l'aise tous les jours, partout. Vous voyez dans quel pays on vit, vous voyez quelle est la vie politique de ce pays, vous voyez quel est le contexte. Je suis mal à l'aise tout le temps. J'essaye d'avancer parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut offrir aux Françaises et aux Français un gouvernement stable dans 15 jours, parce que sinon on va passer des Jeux Olympiques sans gouvernement en étant la risée du monde entier, et que ça ne va pas être juste ça le problème, ça c'est quelque part très symbolique, même si les symboles c'est important en politique, mais parce que sinon on va continuer avec nos 9 millions de pauvres, avec notre inaction climatique, avec nos reculs sur les libertés publiques, et que c'est pas possible. Je suis obsédée par cela, 100% de mon énergie est consacrée à ça. Arrête. Oui, alors on verra, puisqu'il faut attendre. Hein, vous continuez à faire campagne, on réglera effectivement les comptes après. Non, on les règle au quotidien, comme je vous l'ai indiqué, on en a déjà réglé beaucoup. Il y a une question de fond quand même, on peut s'interroger sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'au fond, dans sa tête, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on pense aussi au Rassemblement national, l'essentiel c'est l'élection présidentielle. Et pour une partie de la gauche, d'abord, accepter, permettre au Rassemblement national d'arriver au pouvoir, c'est la possibilité de le combattre et de gagner en 2027. Est-ce qu'il peut y avoir une partie on va s'arrêter joue la politique parce du que pire. Depuis tout à l'heure, j'ai eu 12 questions sur Jean-Luc Mélenchon. J'y ai répondu patiemment et clairement. Mais en fait, si vous ne vous rendez pas compte que dans 15 jours, on a peut-être un Premier ministre d'extrême droite dans ce pays, et que ça, c'est un problème, parce que nos candidats, vous me demandez si je suis à l'aise. Ouais. En tant que chef de parti, je vais vous dire ce qui me met mal à l'aise. C'est qu'hier, le mari d'une candidate écologiste à Bordeaux a été victime d'un coup de boule par un militant du Rassemblement national en sortant d'un immeuble dans lequel il avait fait du porte-à-porte. C'est que les militants de la circonscription de Nanterre, chez Sabrina Sebaï, ont été insultés sur le marché par des militants du Rassemblement national. Est-ce que vous confirmez que pour Yahya Michari, notre candidat sur la 75e circonscription de Paris, on lui dit Bardella va vous écraser, et on dit aux militants qui traquent pour lui, il finira par retourner dans son pays parce qu'il est iranien, et chacun mesure bien qu'évidemment, chaque militant du Rassemblement national serait prêt à aller vivre en Iran pour résoudre les problèmes de la France. Il y a un climat politique qui est extrêmement violent. Oui. Il y a beaucoup de milieux qui ont intérêt à diaboliser le Front populaire. C'est leur choix, c'est leur droit. Ils le font, on répond. Mais oubliez ce qu'est le Front national. Oubliez de dire que chez eux, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, c'est consubstantiel à leur histoire. Oubliez ce qu'il s'apprête à avoir comme projet. Parce que M. Le Drian, quand il explique qu'il ne veut pas voter pour le Front populaire parce que je ne sais pas quoi, ça le rend malade. M. Le Drian qui a été ministre des Affaires étrangères, ça veut dire qu'il préfère un ministre des Affaires étrangères d'extrême droite qu'un ministre des Affaires étrangères du Front populaire. Je le note parce que je pense que ça ferait très plaisir, notamment au gouvernement de l'Ukraine, de savoir qu'un ancien Premier ministre de la France préfère un ministre d'extrême droite, ami et allié de Poutine, à la tête de l'État. C'est ça qui se passe, c'est ça qui est en train de se passer. Ça devrait nous atterrer. Et tous les faits que je viens de vous citer, les agressions sur le terrain, je vais vous dire, il y a quelques années de ça, il y aurait eu un seul de ces actes, un seul, pendant une semaine, tout le monde s'en serait indigné. Moi, ça fait 10 ans que je suis d'opposition au Rassemblement national. Non seulement j'ai jamais vu autant de violence, mais j'ai jamais vu autant de naïveté, autant de manque d'indignation, comme si finalement on s'était résigné à cela. Et ça me fait hyper peur, parce que moi je l'ai connu à Hénin Beaumont, la victoire du Rassemblement national, pendant 12 heures tout le monde dit ça va être la révolution, tout le monde va se mobiliser, et puis pas du tout. Et on les laisse dérouler, 10 ans après ils sont encore là. C'est ce qui va se passer si on ne se bouge pas. Et donc j'invite chacun, parce que je pense que dans ce pays, chez les observateurs, chez les politiques, chez les éditorialistes, on sait quand même bien d'où on vient et on sait quand même bien d'où on va. Et donc j'amène chacun à dans sa tête, avoir conscience de tout ce qu'on est en train de faire collectivement. Ça va se jouer à peu. Les circonscriptions vont se jouer parfois à quelques dizaines, à quelques centaines de voix. Et quelques circonscriptions de différence feront qu'on aura un pays d'extrême droite ou pas. Alors je vous le dis, j'en appelle à tous les humanistes, aux démocrates, aux républicains de ce pays. Réveillons-nous, réveillez-vous et traitons des vrais sujets. Et je le dis aussi à ma famille politique, je l'ai dit clairement tout à l'heure. Tout ça me fatigue, on sort du nombrilisme, on sort des micro-polémiques là, qui font du buzz sur Twitter mais qui ne changent rien à la vie des Français. Et on se préoccupe de ce qu'on va faire pendant la campagne, le soir on gagnera et dans les années qui viennent. Et en cas de duel,
Rassemblement Je national, vous l'ai dit tout à l'heure. majorité présidentielle, pour vous, c'est très clair. Depuis que je vote, je l'ai fait à chaque fois sans sourciller, je vois pas d'autre solution possible. Mais je peux vous dire que nos électeurs se posent beaucoup de questions quand ils entendent ce qui est dit sur nous par les différentes personnes. Et donc, moi, à un moment, mes électeurs, il faut m'aider à les convaincre. Voilà. Une campagne violente, vous le dites, mais que dites-vous aussi à ceux qui pensent que le Rassemblement national est finalement le parti qu'on n'a pas essayé? Je vous parle de ça parce moi, que... j'ai essayé, donc moi j'ai essayé, c'est bon, je peux vous le dire, vous m'appelez, je vous explique. Voilà. Je vous parle de ça parce qu'il y a ces projections en siège à l'Assemblée entre 220 et 250 pour le RN, 180 et 210 pour votre parti. Et ces propos qui interrogent sur notre plateau, à votre place, hier, Mathieu Kassovitz, acteur, qui en 2002 s'était mobilisé contre le Front National de Jean-Marie Le Pen. Il fait une polémique par an. Alors une fois c'est sur un attentat, une fois il insulte un policier, la fois d'après il s'en prend un politique. Enfin, On l'écoute. Je suis très content d'avoir son commentaire politique, je sens que ça va me plaire. Alors écoutons-le et on vous entend après. Moi, j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose. Et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être qu'ils vont faire un meilleur boulot et peut-être que... En tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer. Moi, je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là. Alors... Ok, super. Mais ce qu'oublie M. Kassovitz, c'est qu'on n'est pas au cinéma là, c'est la réalité. Donc il a peut-être le luxe dans sa vie personnelle de ne pas voir de grands changements si c'est le Rassemblement national ou pas au pouvoir, mais pour des tas de Français racisés, précaires, LGBT, les femmes aussi, 50% de la population, je pose ça là, un détail, ça changera les choses. Et on avait organisé il y a quelques années avec le scénariste de Baron Noir, on avait organisé un atelier Journée d'été des Verts qui s'appelait Quand les séries télé, quand la réalité dépasse la fiction. Et on avait discuté avec lui du fait que des séries télé politiques, il y en a plein des fantastiques, mais que parfois le monde politique est devenu tellement fou que des fois il se passe des choses plus déconcertantes dans la réalité que dans les séries télé. Certains conseillers qui ont conseillé les scénaristes de Baron Noir font partie des conseillers du président de la République. Exactement, mais là je pense qu'ils sont au chômage technique parce que là ça dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Et donc franchement, voilà, c'est pas du cinéma, c'est la réalité. Et moi je pense à tous les Françaises et les Français qui ont peur de ce qui peut se passer parce que j'en ai rencontré encore hier dans ma circonscription. Vous savez que je suis suppléante là à Hénin-Beaumont, des personnes d'origine marocaines, algériennes qui sont venues travailler parce qu'on allait les chercher de force dans leur village pour bosser dans les mines. Leurs parents, leurs grands-parents, qui sont là aujourd'hui, qui font fonctionner ce territoire, avec qui on s'entend hyper bien et qui disent j'ai peur pour mes enfants, parce qu'ils voient la violence se déchaîner. Et là, la violence qui se déchaîne à l'extrême droite, c'est des gens à qui on a dit de se tenir à carreau jusqu'à la victoire. Alors imaginez quand la victoire sera passée et qu'on leur dira plus de se tenir à carreau ce qui peut se passer, ça va être violent physiquement, pas que psychologiquement, physiquement et quotidiennement pour beaucoup de monde dans ce pays. Ils ont tout notre soutien et je les assure que nous ferons tout pour que ça n'arrive pas. Bien sûr qu'il y aura des débordements. Il y a déjà des ratonnades dans certaines villes de France. On laisse parce que le ministre de l'Intérieur est lâche des bars ouverts d'extrême droite à Lyon, à Lille, qui organisent ce genre de violence dans la rue. Il faut le savoir, il y a des mineurs étrangers isolés qui sont passés à tabac dans les rues. La nuit en France, ça existe et c'est que le début. Mais en même temps, Marine Tondelier, si les Français choisissent, au fond, ce qu'ils n'ont pas essayé, c'est-à-dire le Rassemblement national au pouvoir, ils auront choisi, ce sera leur responsabilité. Évidemment, je suis une démocrate, je respecte, je vous dis, je suis élue depuis 10 ans dans une ville d'extrême droite. Mais je sais, encore. Comment expliquez-vous, par exemple, on prend cette région des Hauts-de-France, à peu près 42% en gros dans cette région pour le Rassemblement national. Vous citiez tout à l'heure Xavier Bertrand, il y a des élus, il y a François Ruffin, il y en a d'autres, il y a le premier secrétaire du PC. Chacun a son poste, mais... Vous n'arrivez pas à endiguer, au fond, la marche du Rassemblement national. Non, parce que quand vous avez des politiques... Pourquoi, à votre avis? Non, mais sur le fond, du choix des Français sur les sujets de fond. Mais attendez, les Françaises et les Français, on leur a promis en même temps qui a été rien du tout. Ils sont 9 millions de pauvres dans ce pays, 9 millions de pauvres, chaque jour un peu plus nombreux, chaque jour un peu plus pauvres. 51% d'entre eux doivent se priver d'au moins un repas par semaine. 31% d'entre eux, le 10 du mois, il leur reste même pas 100 € sur leur compte. C'est-à-dire que les fins de mois difficiles commencent maintenant au début du mois. C'est ça qui explique le choix du Rassemblement national? Évidemment que les gens s'estiment trahis. Et évidemment qu'ils se sentent sans recours et qu'ils cherchent des solutions. Évidemment qu'ils sont plus réceptifs à un discours démagogue populiste parce qu'ils sont au bout du rouleau. Et moi, vous voyez, j'ai jamais dit c'est des racistes, les électeurs, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent. C'est nous le sujet, c'est ce qu'on doit faire en tant que politique. Et donc vous voyez, quand j'entends toutes les polémiques sur notre programme, tout ça, je pense qu'on participe tous à tout ça, il faut faire attention, parce qu'il y a un petit discours là, qui est de dire que le grand problème du pays c'est Jean-Luc Mélenchon, que notre programme ne serait pas chiffré, les mêmes critiques qu'on a entendues au moment du Front Populaire en 1936. Moi je peux vous montrer
voyez, je peux vous montrer les graphiques de l'époque. On nous expliquait très tranquillement en 1936 que la semaine de travail à 40 heures, parce qu'à l'époque c'était 48 heures par semaine. C'était la misère. Et on expliquait que 40 heures par semaine, ce serait la misère, la fin des travailleurs, le chômage, l'effondrement du pays. Et ça s'est très bien passé. On a même fait 35 heures ensuite, et peut-être fera-t-on bientôt 32 heures. On nous expliquait aussi que les congés payés, parce que 1936, le Front populaire, c'est l'invention des congés payés, 15 jours. Le milieu d'affaires, les journaux d'opinion expliquaient que ce serait de la folie, que ça ne marchera jamais, pour reprendre une fameuse pub télévisée. Ça a marché, ils l'ont fait, ils ont tenu, ils ont eu raison, parce que ça a changé la vie de millions de travailleurs et de travailleuses, de tous les Français. En fait. L'histoire semble donc se répéter. Mais le progrès social, ça fait trembler des gens, c'est comme ça, et heureusement qu'il y a des gens qui s'accrochent et qui le font quand même. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, parle d'un programme dangereux, parlant de votre programme, qui a été chiffré et annoncé ce vendredi, 150 milliards d'euros. Arlette. Oui, puis il y a dans ce programme dangereux, dit certains, parce que par exemple, notamment le SMIC, 1 600 euros pour des PME, c'est pas jouable, quoi. Ils ne tiendront pas. C'est dangereux le SMIC à 1 600 euros. Non, c'est pas le SMIC. Non, c'est mais les entreprises. C'est pas les 1 600. Je taquiner pour mettre un peu d'ambiance. Oui. 1 600 euros de SMIC, c'est 14% d'augmentation. Le SMIC a augmenté là depuis quelques mois de 11% avec l'inflation. Donc vous voyez, c'est refaire une fois un peu plus qu'a fait Emmanuel Macron. Évidemment, il faudra aider certaines entreprises à se mettre à la page, et on a prévu de le faire. On est déjà en discussion pour le faire bien, et ça c'est prévu. On n'est pas fou. Je vous rappelle qu'on est conseillé par des prix Nobel d'économie. Vous n'êtes pas prix Nobel d'économie, vous non plus, moi non plus. Non, je le confirme. On en parle aux spécialistes, et le président du MEDEF non plus. Donc ça tombe bien. Esther Duflo nous a aidés. Gabriel Zucman nous a aidés. Michael Zemmour nous a aidés. J'ai vu que même Mathieu Pigasse, un grand banquier d'affaires, avait dit que notre programme était très crédible. Il avait même appelé à voter pour nous. Donc vous voyez, il faut se méfier dans une panique comme ça, comme on l'est, parce que c'est fini dans une semaine, alors que ça a commencé que depuis une semaine. Tout le monde va lancer des anathèmes. Mais vous entendez les angoisses de petits patrons, PME. par exemple, de petits PME qui disent... Est-ce que vous entendez, nous, notre angoisse d'avoir un gouvernement qui a certes bénéficié d'une grande présomption de crédibilité. Quand ça vient de Macron, par principe, c'est crédible. Il a quand même récupéré un pays avec une dette à 2 000 milliards d'euros. 7 ans après, nous sommes à 3 000 milliards d'euros. Il a créé 1 000 milliards d'euros de dette en 7 ans. Il n'a pas de leçon à donner, c'est ça que vous dites. Il n'a pas de leçon à donner, et nous n'avons pas de leçon à recevoir, parce que nous n'avons pas fait 9 millions de pauvres. En fait, la dette, il faut bien comprendre, il y a de la bonne et de la mauvaise dette. C'est pas jamais de dette, nulle part, jamais. C'est pourquoi faire ? Faire de la dette pour résoudre les injustices sociales. On serait d'accord. Faire de la dette pour combattre l'inaction climatique. On serait d'accord. C'est d'ailleurs même Jean Pisani-Ferry qui le dit. Et Jean Pisani-Ferry, c'est lui qui avait rédigé le programme d'Emmanuel Macron. Quand nous, on parlait il y a 10 ans d'ISF climatique, les écologistes, on s'est fait moquer. On était là à riser tout le monde. Mais oui, c'est pas sérieux. 10 ans après, Jean Pisani-Ferry dit « j'ai une solution sur l'ISF climatique, ils avaient raison ». C'est donc sérieux, peut-être qu'on est crédible avant les autres. C'est ça d'être avant-gardiste, on prend le risque. Très rapidement, notamment dans le gouvernement, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, on arrive à la fin, mais... Christophe qui ? Béchu. Voilà, oui, qui vous accuse finalement d'avoir complètement oublié l'écologie dans le nouveau Front populaire. Vous lui dites quoi ? Comme je vous ai promis de rester zen et de n'être qu'amour jusqu'à la fin de cette campagne, je vais dire à M. Béchu qu'il a tout mon soutien, parce que des fois il y a des gens qui ont un problème d'ego en politique, ça m'énerve. Lui, il n'a pas de problème d'ego, parce que vu toutes les couleuvres qu'il avale en gardant son grand sourire et en se permettant de continuer ce genre de réflexion, c'est vraiment que voilà, c'est pas l'ego qui pèse sur lui. Il est capable de beaucoup de gymnastique, il est très souple, et donc on le félicite. Mais c'est pas dans son programme à lui qui est tout ce que nous on a mis dans le programme du Front populaire. C'est les écologistes qui ont mis dans un programme de gouvernement la fin des projets autoroutiers pour mettre l'argent plutôt sur les transports ferroviaires, la fin des méga-bassines, la fin de l'élevage en cage, la fin des fermes-usines. Tout ça, c'est nous. Mais pas un mot sur le nucléaire. Une loi énergie-climat à laquelle il a renoncé, le déploiement des énergies renouvelables qui n'avance pas à cause d'eux, et donc ils nous promettent du nucléaire pendant 30 ans, alors que la crise énergétique et la crise climatique, c'est maintenant. Donc je vais vous dire, Monsieur Béchu, je débat quand il veut d'environnement avec lui, mais va falloir qu'il se détende un petit peu. Voilà. Rendez-vous. Ce sera sur LCI si vous voulez. Absolument. Marine Tondelier, merci infiniment d'avoir été avec nous ce dimanche. Restez avec